Les cas d'Ebola ou fièvre hémorragique qui ont été recensés à Isiro, dans la province orientale de la République démocratique du Congo. C'est dans cette localité reculée, à 800 km de Kisangani, que nous retrouvons notre confrère Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal L'Écouli. Bon, on parle d'une quarantaine de cas, mais sur les 40, il y a eu déjà 6 décès. Mais ces cas sont isolés si bien qu'il est difficile d'avoir une idée exacte, mais il y a eu 6 décès sur la quarantaine de cas. Et depuis samedi, le commissaire du district a sorti un communiqué dans lequel il appelait la population d'Isiro, dont le district du Haut-Ouélé, plus précisément de la ville d'Isiro, d'observer certaines précautions pour ne pas attraper la maladie. Et le communiqué du commissaire du district a été lu dans toutes les églises de la place et radios locales. Et dimanche, lors de l'ordination sacerdotale, Monseigneur Julien Andavo en a largement parlé aux fidèles. Et parmi les précautions, on demande à la population d'éviter des salutations chaleureuses, c'est-à-dire d'éviter de se serrer les mains pendant cette période d'épidémie. Donc, on se salue simplement à distance, éviter de toucher ou de manipuler tout animal mort et de consommer sa viande. Vous savez, nous sommes pratiquement dans la forêt. Il y a beaucoup de singes ici. Éviter de toucher sans protection les vomissures, le sang, les selles et les urines des malades d'Ebola. Et beaucoup de précautions, éviter de toucher ou laver les cadavres décédés d'Ebola, et éviter d'organiser les funérailles des malades décédés d'Ebola. Donc autant de précautions que le district sanitaire d'Isiro a donné à la population. Il y a de cela 10 ans, c'était un virus pareil qui a eu lieu à Ouacha, donc à quelques 300 km d'ici. Et vous savez, c'est une région où il y a beaucoup d'orpailleurs, c'est-à-dire des creuseurs artisanaux de l'or et du diamant. Et souvent, on ne bouge pas les trous qu'ils creusent depuis. Et avec le manque de soins, avec la promiscuité dans les carrières de diamants et de l'or, et aussi, comme je l'ai dit, c'est une région de forêt où on trouve beaucoup de singes qui, des fois, qui peuvent mourir, on ne sait pas de quelle maladie, et les gens consomment la viande. Donc, en bref, tout cela peut expliquer la présence d'Ebola, mais on n'a pas encore détecté, on n'a pas encore dit elle est venue d'où, mais bon, en bref, c'est un peu ça. C'était notre confrère Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses. Toujours en RDC, des réactions sont enregistrées au Nord Kivu après la réunion du sous-comité de la défense de la CIRGL tenue à Goma et qui aurait proposé le déploiement de la force neutre dans certains territoires dont Walikale, Massissi, Rutshuru et Rwenzori afin de traquer des forces négatives et d'autres groupes armés nationaux et étrangers, parmi lesquels le M23. Ce dernier, dans un communiqué publié à Bunagana, dit s'être doté, je cite, de nouvelles structures et de nouveaux animateurs de celles-ci. Pour notre correspondant sur place, ces structures sont semblables à un gouvernement et l'opinion à Goma pense qu'il s'agit là d'une façon de fouler aux pieds toutes les démarches de la CIRGL pour la stabilité de l'Est de la RDC. Le reportage de Primo. Le M23 a mis en place le week-end dernier son gouvernement constitué de 10 chefs de département, parmi lesquels certains anciens cadres du CNDP, du général Laurent Kunda et d'autres signataires des accords du 23 mars 2009, tels que Sendougou Museveni du PARECO. Je suis arrivé ici comme président PARECO FAP, signataire des accords de paix de Goma. Le CNDP est membre du M23, comme PARECO est membre du M23, comme d'autres. Le président national de la coalition des résistants patriotes congolais, Parti du peuple, membre de la majorité présidentielle, n'est pas d'accord avec le comportement de Sendougou Museveni. Mujogo Kanyamuhanga Viateur est le président du PARECO PAP. Je tiens à préciser que Museveni n'est pas de la PARECO PAP et une deuxième preuve est que Museveni a postulé dans les élections de novembre 2011 dans un autre parti qui s'appelle IDECO, Union pour le développement du Congo. Ce qu'il a déclaré n'engage que lui-même et n'engage en aucun cas notre parti politique, le PARECO-PAP. Il invite tous les autres patriotes à s'unir pour bouter hors du pays tous les agresseurs. Tous ceux qui se sentent du fond du cœur qu'ils sont résistants face aux agressions, nous leur recommandons de se souder comme un seul homme derrière les forces républicaines pour bouter dehors l'agresseur jusqu'au son dernier point de retranchement.
Selon le Bishop Runiga, coordonnateur du M23, le déploiement de la force neutre au Nord Kivu ne concernera pas son mouvement. Si cette force-là neutre viendra pour chasser les forces négatives, le M23 ne sera pas concerné parce que le M23 est partenaire de par l'accord qui les lie au gouvernement de la République démocratique du Congo, et cet accord a été signé sous la direction des Nations Unies et de l'Union africaine. Et puis cette force-là, si elle venait, elle pourra avoir en face toute la population congolaise. Pour certains analystes politiques, cette question du M23 devait être analysée profondément sur le plan interne. Professeur Godefroy Kamana. La question même du M23 n'est pas posée avec tout le sérieux nécessaire. Il y a toute une mythologie congolaise d'accusations permanentes du Rwanda, sans que jamais on se demande quelles sont nos responsabilités congolaises et quel est le problème congolais qu'il y a derrière et qu'il faut analyser entre Congolais avant d'aller vers la communauté internationale à l'échelle africaine. C'est un problème du Congo, il faut qu'on discute entre Congolais. L'opinion à Goma continue à se demander de quelle bénédiction le M23 foule-t-il au pied toutes les démarches en cours des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Joseph Colombé, citoyen journaliste à Kananga, Kasai Occidental et RDC Congo pour La Voix de l'Amérique. La défection de colonel, on l'appelait d'abord colonel Chibango, lui-même a dit qu'il était lieutenant général. Ça a commencé par des rumeurs, les rumeurs selon lesquelles les M23 étaient déjà à Kananga. Mais cette défection-là a d'abord créé beaucoup de psychose. C'est seulement quand il a dit qu'il n'allait pas rejoindre les M23, lui, son mouvement, c'était une autre réclamation. C'est ainsi que la population s'est apaisée un peu, essayant d'attendre la suite de l'événement, surtout qu'il serait maîtrisé dans la province voisine du Kasai occidental. Et les rumeurs se sont estompées un peu, il y a un peu du calme, mais on ne sait pas la suite de ce dossier-là. La population est encore les oreilles braquées pour suivre l'évolution de la nouvelle. Pierre Ngoyi, citoyen, journaliste Bas-Congo, Boma pour La Voix de l'Amérique. Les agents de la régie des voies maritimes, de la congolaise des voies maritimes ici à Boma, ont totalisé 4 mois impayés. Et jusque-là, ils n'ont pas de solution favorable. Ils attendent la solution auprès de leur employeur, RADG, mais jusque-là, ils n'ont pas de solution. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Après l'Ouganda, le nord-est de la République démocratique du Congo est touché par le virus Ebola. Et le type de virus qui a été identifié en République démocratique du Congo serait moins dangereux que son voisin ougandais, mais il reste mortel. La fièvre hémorragique a déjà fait au moins 9 morts et plus de 80 personnes sont placées sous surveillance médicale dans la province orientale de la RDC. Anya de Wegeler est coordinatrice pour Médecins sans frontières Belgique. Elle répond à Laurence Baptiste Salomon. Pour le moment, on a donc confirmation par diagnostic labo que donc on a à voir avec un sous-type d'Ebola différent que celle qu'on a vu dans l'épidémie du mois passé en Ouganda. Cet Ebola Bundibugyo, c'est en fait un sous-type pour lequel on sait, avec les infos dispo actuellement, que normalement il est moins virulent, moins mortel que les autres types d'Ebola qu'on connaît et que la mortalité serait normalement plutôt moins de 35%. Combien de personnes sont actuellement sous surveillance par vos équipes sur place? On est environ 86 contacts identifiés qu'on devrait pouvoir suivre. On ne les a pas encore tous vus. En nombre de décès, on est à 9 décès. En termes de cas suspects, il y a encore un travail qui est en cours par les équipes sur le terrain pour faire une liste définitive. Voilà, Anya de Wegeler, coordinatrice médicale pour Médecins sans frontières Belgique en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. CEF Nord Kivu estime que quelques 60 000 enfants de la province pourraient ne pas avoir accès à leurs écoles à la rentrée scolaire prévue le 3 septembre. De Goma, Marceline Eboma, chargée de l'éducation au bureau régional. Je remercie la Voix de l'Amérique de pouvoir parler des enfants du Nord Kivu qui sont en grande difficulté au moment où des événements d'insécurité se passent dans notre province à cause de la guerre
60 000 enfants risquent de ne pas rentrer à l'école parce qu'il y a 250 écoles qui sont soit détruites par des bombes, soit occupées par des déplacés, soit occupées par des forces et groupes armés. Et cela compromet la rentrée scolaire pour au moins 60 000 enfants de ces écoles-là. C'est pourquoi nous pensons que quelque chose doit se faire pour permettre à ces enfants de rentrer à l'école comme tous les autres enfants. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, pour les zones accessibles, ces enfants seront réintégrés dans les écoles d'accueil. Mais pour les autres, ça sera fait dès que la situation sécuritaire va nous le permettre. Donc, le risque reste entier pour ces enfants. Ils risquent de ne pas du tout aller à l'école. Bon, jusque-là, nous ne savons pas ce qui se passe dans les zones occupées, mais dès qu'il y aura possibilité, les équipes vont aller sur terrain pour faire des évaluations et essayer de commencer le cours là-bas aussi. De Goma, Marceline Eboma, chargée de l'éducation au bureau de l'UNICEF Nord Kivu. Bonjour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Pierre Ngoyi, citoyen journaliste, Boma, Congo, pour la Voix d'Amérique. L'actualité ici à Boma, c'est sur les impayements de la Congolaise de la Voie maritime. Jusque-là, les agents de la Congolaise de la Voie maritime ont 4 mois impayés et ils ne savent pas où commencer, où aller. Parce que jusque-là aussi, leur ADG est suspendu. Il a reçu une lettre de suspension. Et ils ne savent pas à quel temps ils vont recevoir leur salaire. L'ancienne délégation syndicale a été expulsée de ses fonctions et ils ont maintenant une nouvelle délégation syndicale qui est maintenant en fonction. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore déclenché les grèves. C'est Christophe Baraïga, journaliste et citoyen pour le compte de la Voix de l'Amérique. À Goma, dans le Nord Kivu, ici où nous sommes, il y a les parents qui ne savent pas comment préparer déjà la rentrée scolaire qui s'annonce pour bientôt dans un état de crise monétaire là un peu compliqué. Mais cela aussi, ça visite la situation qui devient de plus en plus précaire avec des cas de maladies de choléra signalés déjà dans les cas de déplacés suite aux affres de guerre de M23 dans les Rutshuru. Il y a déjà des cas signalés de choléra dans le camp de Kanyaruchinya. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le ministre belge des Affaires étrangères est arrivé hier en République démocratique du Congo. Didier Reynders est à Kinshasa pour parler du conflit dans l'Est avec la rébellion du M23. La Belgique est l'ancienne puissance coloniale de la région et la tactique de Bruxelles dans ce dossier semble être de placer Kigali face à ses responsabilités. Bruno Minas. Le ministre belge des Affaires étrangères semble avoir décidé de prendre le taureau par les cornes dans le dossier de l'Est congolais. La méthode de Didier Reynders est de prendre au mot les dénégations du Rwanda qui ne reconnaît pas son implication et il propose donc au Rwanda d'aider le Congo à se débarrasser du M23. La solution qui serait la plus efficace évidemment, ce serait de voir dans les prochains jours et même pas dans les prochaines semaines une action conjointe de la République démocratique du Congo et du Rwanda et des autres partenaires de la région pour faire stopper cette rébellion dans l'Est. La Belgique et le Congo vont demander ensemble aux Nations Unies de changer le mandat de la MONUSCO pour qu'elle puisse faire partie de la force neutre à la frontière. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, est sur la même ligne que son homologue belge. Pour lui, le Rwanda n'a pas à être contre cette initiative régionale. Cette force devrait se trouver sous le mandat de l'Union africaine et des Nations Unies. C'est avec la participation du Rwanda. Alors, quand moi j'entends dire que le Rwanda est contre, ce qui importe, c'est la décision qui a été prise par l'ensemble des pays, le Rwanda compris. Le chef de la diplomatie belge se rendra d'ici la fin de la semaine à Goma, puis directement à Kigali, toujours dans l'esprit d'éclaircir le jeu rwandais. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous commençons par la situation sécuritaire inquiétante dans le Massissi où des affrontements impliquant des milices locales ont fait 11 morts depuis vendredi et poussé des centaines de personnes à fuir leurs habitations dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo, selon un constat de l'AFP. 5 personnes ont été tuées vendredi lors de combats entre un groupe Maï-Maï local appelé Force de défense congolaise, FDC, et une milice Hutu baptisée Nyatura, a-t-on appris sur place.
Plusieurs villages depuis ont été incendiés et des centaines de personnes fuient leurs habitations. Ces combats se produisent après que nos frères congolais ont tué des Hutus et brûlé leurs maisons, a déclaré à l'AFP le responsable de la milice Nyatura, le colonel Marcel Abourougira, interrogé près de la bourgade de Massissi à une centaine de kilomètres au nord-est de Goma. Selon ce chef d'une bande d'une quinzaine de miliciens armés de Kalachnikov et d'un lance-grenade qui a quitté l'armée régulière il y a 18 mois, les FDC ont été armés par les rebelles du M23 afin d'accroître l'insécurité dans la région. Les habitants du village de Louk ont fui leur maison, emportant matelas, bidons, bassines et enfants et sont allés chercher refuge à Kibaki, une bourgade voisine. Plus loin, à l'écart de la route, Ngouloulou, un autre village situé à 2 heures de marche, a été particulièrement détruit et pillé. 6 personnes, 4 hommes et 2 femmes ont été tués lors d'affrontements le week-end dernier, ont raconté des habitants. Plus loin, à une demi-heure de marche, le village de Roussemo a également été pillé, plusieurs maisons ont été brûlées et des tirs interdisent toute approche. Les milices Maï-Maï, qui étaient jusqu'à présent équipées de Kalachnikov, sont désormais dotées de mortiers. L'activité économique dans ces régions fertiles et escarpées qui approvisionnent la capitale régionale Goma est quasiment réduite à néant. Les champs sont déserts. Pendant une journée, les journalistes de l'AFP ont croisé 2 véhicules chargés de récoltes de haricots et de pommes de terre. Aucune ONG ni force des Nations Unies n'a été vue sur place, dit l'AFP. Pour sa part, la société civile de Massissi a demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la population locale menacée par ces 2 groupes armés, les Nyatura, composés essentiellement de Hutus, et les Rai Mutomboki des Lega et Tembo. Sur les dernières exactions des Rai Mutomboki, j'ai joint à Goma le député provincial Jean Bosco Chebishimbo. Dans le territoire de Massissi, nous sommes en train d'observer les groupes Rai Mutomboki est en train de couper en morceaux à coups de machette les civils innocents et endeuiller la population dans plusieurs coins alors de Massissi. C'est une situation qui date de plus d'1 mois ou de 2 mois. Hier, une situation dramatique s'est passée dans 3 endroits ou dans un groupement appelé groupement Nyamabuko 2 et même à un endroit qu'on appelle Lumbishi ce matin où les êtres humains ont été massacrés à grande échelle et nous continuons à déplorer cette désolation que le groupe Raïa Mutomboki est en train de semer dans le territoire de Massissi. Et qu'est-ce qui est fait au niveau des autorités pour contrer tout cela? Les pouvoirs en place avec notre armée qui focalise son attention sur les actions que mène le M23 dans les Rutshuru. Nos forces ont été obligées de dégarnir sur plusieurs coins dans les Massissi, raison pour laquelle des bandits, des miliciens Raïa Mutombo qui se promènent librement sur le territoire de Massissi pendant que l'armée est en train de s'occuper des militants dans les Rutshuru. Nous continuons à faire un plaidoyer pour que finalement cela attire l'attention de l'armée et nous osons croire que peut-être dans un bref délai, il y aura des réponses pour juguler encore une fois cette désolation que la population de Massissi est en train de traverser. Et la MONUSCO dans tout ça? Comme vous le savez, nos territoires regorgent encore des forêts et il n'y a que les troupes congolaises qui peuvent affronter cette difficulté illégale en route qui n'existe pas. Il est difficile que les forces onusiennes puissent passer un long trajet en train de marcher à pied, ainsi de suite. Voilà pourquoi ces forces onusiennes ont des difficultés dans le Massissi. Il y a des collines qu'il faut traverser à pied parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a que les troupes congolaises, peut-être une fois appuyées, qui peuvent arriver à maîtriser cette situation. Le député provincial Jean Bosco Chebishimbo du Nord Kivu. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC, site internet. Semana
Joseph Van Lili, citoyen journaliste à Kasumbalesa, précisément dans la province du Katanga. À Kasumbalesa, le tribunal militaire garnison du Haut-Katanga a siégé en chambre foraine en matière de flagrance opposant le ministère public aux deux éléments de la police de circulation routière qui sont reprochés de tracasseries et causes de blessures volontaires administrées aux deux chauffeurs étrangers, l'un somalien et l'autre tanzanien. Ces éléments de la police de circulation routière sont en train de comparaître pour ces crimes qui les sont reprochés, mais jusque-là, ils plaident non coupables. Les infractions pour lesquelles ces policiers risquent 4 ans de prison ferme ici à Kasumbalesa. Marie-Jeanne, citoyenne journaliste Matadi Bakongo. Il y a les élections. Dans 30 jours, on a fixé, on va élire le nouveau gouverneur du Bas-Congo. L'autre est déjà au Parlement. On doit élire le nouveau gouverneur qui va diriger. Il est intérimaire, on n'a pas le titulaire. Il faut des élections pour qu'il soit confirmé ou soit un autre qui va remplacer. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, la suite du procès en appel des assassins présumés de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Hier, devant la haute cour militaire de Kinshasa, les policiers condamnés en première instance ont demandé à être innocentés, à commencer par le colonel Moukalai. Bruno Minas. C'est un condamné à mort qui s'avance vers la barre. En première instance, le colonel Moukalai a écopé de la peine maximale qui se transforme ici en prison à vie. Lui compte sur ce procès en appel pour être innocenté. J'ai été arrêté sur base des rumeurs. J'étais victime de ma bonne foi parce que M. Chebeya m'avait demandé service de solliciter auprès du général John Numbi une audience pour lui. C'est ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai commis comme fait infractionnel dans cette affaire jusqu'aujourd'hui. Je suis en train d'entamer le 27e mois de détention. Un autre officier, le commissaire Mouila, fait la même requête. Les parties civiles, elles, sont moyennement concernées par ces demandes. Elles exigent toujours la comparution du général Numbi, le suspect numéro 1 selon elles. Le tribunal n'a pas encore donné son avis. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Et puis enfin, toujours en République démocratique du Congo, une bonne nouvelle pour les producteurs de bananes dans l'Est. La Xanthomonas perd du terrain. C'est une bactérie qui s'attaque aux variétés de bananiers et qui sévit depuis des années dans les deux Kivu. Michel Thia. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Inquiétude en République démocratique du Congo. Une épidémie de fièvre hémorragique Ebola se propage dans la province orientale, précisément dans le Haut-Uélé. 17 cas ont déjà été recensés, dont 2 confirmés selon les autorités congolaises qui demandent le soutien de la communauté internationale. Je vous rappelle que selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité du virus d'Ebola varie entre 25 à 90%. Écoutez les dernières précisions de Kabangé Numbi, le ministre congolais de la Santé. Nous avons confirmé l'épidémie à Ebola avec la souche qui a été identifiée, c'est la souche Bundibugyo. À ce jour, nous avons 17 cas et parmi les 17 cas, il y a 2 cas confirmés et 15 cas suspects d'Ebola. Il y a 10 décès à ce jour et 97 contacts qui sont suivis normalement. Quelle est l'urgence pour les populations sur place? Vous savez, quand il y a une épidémie comme Ebola, c'est la psychose, une psychose généralisée au niveau de la population. Donc la population attend justement que nous puissions renforcer les mesures sur place par rapport à la sensibilisation, la prise en charge des cas. Et là, il y a des équipes qui sont sur terrain. Et ce matin, le professeur Mouyembe, qui est le directeur de l'Institut national de recherche biomédicale, qui est en fait le spécialiste congolais de toutes les maladies virales, il est arrivé sur terrain pour la coordination des activités. Et bien sûr, à côté de tout cela, l'accompagnement psychosocial et ainsi que l'accompagnement de toutes les populations sur place. La République démocratique du Congo peut-elle faire face à la situation? Oui, je pense que nous avons commencé, mais comme vous le savez, la RDC c'est un grand pays. Le système de santé connaît quand même de sérieux problèmes auxquels nous sommes en train de faire face et nous avons vraiment besoin d'une assistance, d'une solidarité internationale parce que dans ce genre d'épidémie, tout est imprévisible, il y a énormément de choses à faire. La zone concernée est une vaste zone avec risque d'extension.
Donc nous avons besoin de la solidarité internationale pour nous accompagner dans la prise en charge et le contrôle de cette épidémie. Il y a une coopération avec les autorités ougandaises? Pour le moment, non, pas directement, parce que les deux épidémies sont indépendantes, mais nous avons par exemple l'équipe de Médecins sans frontières qui était à Kibale, qui est arrivée à Isiro. Donc c'est une équipe composée de 5 personnes qui a travaillé avec l'Ouganda lors de l'épidémie de Kibale. Cette équipe est déjà arrivée au niveau de Isiro, mais nous allons essayer d'avoir aussi des contacts interministériels avec la ministre ougandaise de la Santé pour essayer d'échanger aussi bien des expériences que des informations. Kabange Numbi, ministre congolais de la Santé, joint à Kinshasa. Comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. C'est Mirou Dinestor, citoyen journaliste pour la ville de Kisangani. L'actualité, je prends la province orientale, c'est avec les cas de la fièvre hémorragique et Ebola sont confirmés dans la ville d'Isiro, à plus de 500 km de la ville de Kisangani. Selon la ministre provinciale de la Santé, on a arrêté le dimanche. Aujourd'hui même, une équipe qui est du ministère national de la Santé et puis que ceux de la province ici au niveau de la province orientale sont partis pour la ville d'Isiro pour identifier les problèmes afin d'apporter des solutions adéquates afin de chercher des voies et moyens pour arrêter donc la propagation de cette maladie. Moi, c'est Serge, basé en République démocratique du Congo. Je suis à Kolwezi. L'actualité de la ville par rapport au procès qui oppose le ministère public à un groupe de motards, parce qu'il y a eu mort d'homme, il y a un policier qui a été battu et qui a succombé à ses blessures. Il voulait intervenir, il y avait une altercation indifférente entre lui et les motards, communément appelés ici les mancémas. C'est en fait des personnes qui font le transport des biens et des personnes sur les motos. Et un des motards s'en est pris à un policier et le policier a succombé aux coups et blessures et infligés. Alors il y a un procès qui est en cours. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la République démocratique du Congo pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie de fièvre Ebola qui touche la province orientale. Les premiers cas ont été signalés ce mois-ci et la maladie a fait une nouvelle victime dans la ville d'Isiro. Bruno Minas. Au dernier décompte, on en était à 10 décès sur 17 cas déclarés de fièvre Ebola. Plus d'une centaine de personnes sont actuellement sous surveillance après avoir été en contact avec les patients infectés. Pourtant, la souche virale qui se manifeste à Isiro est réputée moins dangereuse que la forme initiale du virus, appelée Zaïre. Elle a été découverte en 1976 près de la rivière Ebola, dont le nom a été donné à cette terrible fièvre hémorragique contre laquelle on n'a ni traitement ni vaccin. Cette épidémie congolaise fait suite à celle qui s'est déclarée en Ouganda, mais les deux épidémies n'ont peut-être rien à voir l'une avec l'autre. Les souches de virus ne sont pas les mêmes. Côté ougandais, Ebola vient de faire 16 morts, côté congolais 10, et tout est mis en œuvre par l'OMS, le ministère de la Santé et l'appui de Médecins sans frontières pour endiguer l'épidémie. Des messages de prévention sont diffusés en direction de la population, des mesures d'hygiène essentiellement, et surtout de ne pratiquer aucun rite funéraire, risquant d'établir un contact avec les corps de ceux qui sont décédés de l'Ebola. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Suspendent leur aide au Rwanda du fait de son soutien présumé aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui place le gouvernement du président Paul Kagame dans une position de plus en plus délicate vu qu'il dépend largement pour son budget de l'aide étrangère. Mais voilà, Kigali ne compte pas céder. Il a lancé ce jeudi un fonds spécial pour tenter de combler le déficit budgétaire qui s'annonce. Tous les Rwandais ont été invités à contribuer à ce fonds de développement Agasiro, qui, selon le ministre rwandais de l'économie John Rwangombwa, devrait permettre de rendre le pays de plus en plus indépendant des aides étrangères et redonner aux Rwandais leur dignité. Mais voilà, certains opposants se demandent d'où va venir l'argent que le gouvernement Kagame entend réunir auprès des populations. On écoute Joseph Matata du Centre de lutte contre l'impunité au Rwanda. Agaciro en Kinyarwanda, ça veut dire quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un à qui on doit du respect. Or, le peuple rwandais a perdu non seulement son respect, mais il a été appauvri. Les gens sont pillés, les gens ont été chassés de leur boulot, le français a été supprimé, donc la plupart des enseignants qui, eux, constituaient la classe moyenne, qui
pouvaient trouver un salaire mensuel qui permettait de faire vivre le personnel rural, notamment les ouvriers agricoles. Toute cette tranche de la population, elle a disparu. Donc, il ne reste que les riches qui ont les moyens ou les gens qui ont des salaires exorbitants, comme les ministres, les députés, etc. Et les gens qui n'ont rien du tout, je veux dire les enseignants qui ont entre 20, 40, 50 000 francs rwandais. Et quand on compte le coût de la nourriture au Rwanda, le coût des denrées alimentaires qui ont presque aussi disparu, le Rwanda maintenant essaie d'importer même la nourriture de base, les haricots, la patate douce, etc., des pays voisins. Donc, comment expliquez-vous qu'une population tout à fait appauvrie, qui vit vraiment dans la misère, comment est-ce qu'elle va financer un développement et surtout remplacer les millions d'euros qui venaient à la rescousse du régime pour ne faire que payer même les fonctionnaires? Moi, j'estime que vraiment, c'est pas possible d'imaginer une chose pareille. Et ça va se savoir. Soit ils vont lever une sorte d'impôt ou ils vont demander des cotisations forcées, comme ils ont l'habitude de le faire. Et alors là, ils vont provoquer pratiquement le dernier sursaut de la population. Elle va se révolter. C'est la dernière tranche. Je crois que quand on demande à quelqu'un de donner quelque chose qu'il n'a pas, je crois que finalement, il ne donne que son sang. Donc, j'estime que si le gouvernement a mis en place un fonds qui sera financé par la population, ça, je crois que ça va rater. John Rwangombwa, qui est ministre rwandais de l'économie, a déclaré lors d'un point de presse à Kigali qu'il s'agissait de rendre le pays de plus en plus indépendant des aides étrangères et de redonner aux Rwandais leur dignité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation faite par le ministre? J'ai expliqué tantôt que le peuple rwandais a perdu sa dignité, non seulement pendant les massacres de génocide qui ont touché non seulement les Tutsis mais les Hutus aussi du Rwanda, mais en plus de ça, si vous ne savez pas vous exprimer dans votre pays, il suffit de compter combien de ministres, combien de députés ont fui, combien de ministres, combien de députés sont en prison, combien de commerçants ont dû abandonner leur pays, combien de fonctionnaires, etc., qui ont fui, et voir les journalistes qui ont disparu sur la scène, les journalistes indépendants. Il ne reste que les journalistes qui peuvent chanter les louanges du régime. Donc, c'est ça la dignité. La dignité, c'est de pouvoir t'exprimer dans ton propre pays. Une population qui n'arrive même plus à manger à sa faim. Comment est-ce que vous allez lui demander de financer un développement qui exige beaucoup de millions? Joseph Matata du Centre de lutte contre l'impunité au Rwanda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Vous, toujours concernant l'Afrique centrale, la traque du chef de la milice Morgan Sadala se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo où son groupe a détruit en juin le centre de recherche sur les okapis de la réserve de faune à Okapi à Epulu. Les ONG internationales et les partenaires de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, réunis au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature, font toujours pression pour son arrestation. Les ONG internationales qui appuient la RDC dans la gestion et la protection de l'environnement considèrent les atrocités de juin comme un crime contre l'humanité. L'ICCN a déposé une plainte au parquet général de la République et à Interpol contre le braconnier Morgan Sadala. Le point sur la situation dans la réserve de la faune à Okapi d'Epulu avec Ghislain Somba, un responsable de la réserve. Les patrouilles et les opérations mixtes, la force armée congolaise et les gardes des parcs de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont entrepris depuis le 15 de ce mois une opération mixte musclée pour attaquer les ennemis qui étaient venus en date de 24, saboter les installations de la réserve de faune à Okapi à date de 24 juin 2012. Est-ce qu'on a pu retrouver le leader du groupe? Jusque-là, les opérations sont en cours, mais les résultats sont positifs jusque-là. Mais le meneur ou M. Morga lui-même, Morga alias Morga Sadala, n'est pas encore retrouvé, mais la troupe est derrière lui. La dernière fois, il a été raté, il a échappé. Ça, c'est à Pangoï, son fief. Il a échappé entre les mains de la force combattante FARDC-ICCN. Est-ce qu'on a pu commencer à reconstruire le centre? Jusque
là, le centre n'a pas encore commencé à être construit, mais toutefois, il y a la bonne volonté de tous les partenaires. Ici, je cite les Gilman International Conservation et aussi la WCS, la Wildlife Conservation Society, UNESCO et les autres partenaires ponctuels. C'est pour vous dire que vraiment la volonté est là-bas. La seule condition reste que l'ennemi ou M. Morga Sadala soit inquiété, arrêté. Alors, le retour de la sécurité dans la totalité de la réserve de faune à Okapi. Vous appelez à l'aide la communauté riveraine? Oui, en rapport avec la communauté riveraine qui est dans la réserve de faune à Okapi, on demande à cette communauté de travailler la main dans la main avec cette force combattante, avec l'ICCN qui est basée là-bas. L'ICCN a déjà passé un bon moment avec cette communauté, alors rien ne sert de se séparer à ce moment difficile. Au contraire, on peut conjuguer la force, la communauté locale et l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Vraiment, nous serons convaincus que les ressources naturelles de la réserve de faune à Okapi seront gérées dans une bonne ambiance, dans une bonne harmonie. Monsieur Ghislain Somba, il était joint à la réserve de la faune à Okapi, d'Epoulou, en République démocratique du Congo. Et comme chaque jour, voici les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. J'ai cité journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique à Kikwit dans la province de Bandundu. Le gouverneur de la province de Bandundu vient de relier le quartier Kikwit 3 à la commune de Kazambarou qui a été coupée, ça fait 10 ans. Et la population se réjouit de cette bonne volonté. Et le nouveau chef, qui n'a pas fait même 2 mois, mais il a commencé à faire des œuvres. Et le gouverneur, il s'appelle Jean Camissène. La population se réjouit pour ça et on l'appelle aussi leur Moïse, quoi. Bertin Kabila, journaliste et citoyen pour la Voix de l'Amérique. L'actualité à Lubumbashi, c'est la rentrée des classes. Les parents sont un peu dépassés par cette rentrée, d'autant plus qu'on a majoré le prix des minérales partout, que ce soit dans les écoles privées ou publiques. C'est toujours presque la même chose. Les parents se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que chaque année, il y a majoration du minéral. Alors, c'est un peu compliqué au niveau de tous les ménages, malgré qu'il y a peut-être un 3% de ménages là où il n'y a pas de problème, mais 97% sont des parents qui sont en train de se demander comment ça va se passer. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Il y a de 2 mois que Jeanne Diomi Dongala a disparu en République démocratique du Congo. La police, mais aussi la famille du président de la démocratique chrétienne sont à sa recherche. Les autorités disent que ce proche de l'opposant Étienne Tshisekedi est en cavale après avoir été poursuivi dans une affaire de viol. Ses proches disent, eux, qu'il est détenu. À Kinshasa, Bruno Minas. Pour Patricia Diomi, l'épouse d'Eugène Diomi Dongala, de nationalité italienne, il ne fait aucun doute que son mari est détenu au secret par les services spéciaux congolais. Elle dit en avoir la confirmation. Bon, parlons clairement. Des personnes de l'ANR et des services de sécurité nous ont dit clairement qu'ils l'ont entre leurs mains. Patricia Diomi rejette catégoriquement l'accusation de viol sur mineur pour laquelle son mari fait l'objet d'une poursuite. C'est un coup monté grossier, dit-elle, tout comme la prétendue cavale en Italie de son mari. On a avancé que Diomi était italien, lui aussi, elle dément. Mon mari est congolais, n'est pas italien. Lui est citoyen congolais, il n'a jamais eu d'autre nationalité. Un collectif des associations de droits de l'homme mène campagne depuis presque 2 mois que Diomi a disparu. Maître Jacob Balouichi. C'est un dossier que nous suivons de très près. Parce qu'on n'aimerait pas que ce qui est arrivé chez Béa arrive à un digne fils de ce pays comme Diomi Dongala. Mais les ONG n'apportent pas la preuve de la détention, tout comme les autorités n'apportent pas la preuve de la cavale. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Amnesty International s'inquiète également de la disparition de Jeanne Diomi Dongala, président de la démocratie chrétienne, bien sûr. L'ONG de défense des droits de l'homme souligne la fragilité de la santé de l'opposant. Asraf Sebaï est chargé de campagne en République démocratique du Congo. Il a été aperçu dans différents lieux de détention, toujours gardés par les services de renseignement congolais. Monsieur Dongala souffre de certains problèmes de santé chroniques, complètement incompatibles avec son état actuel de détention. Tout est à craindre, malheureusement. À plusieurs reprises, on a dénoncé les mauvais traitements infligés par les services de renseignement à l'égard des personnes détenues dans leurs locaux. Aujourd'hui, il est quand même difficile pour des opposants de mener à bien leurs activités politiques.
Il y a eu ces dernières semaines plusieurs vagues d'arrestations à l'encontre de membres de l'opposition. Or, les statuts de l'opposition sont réglementés et sont protégés par la Constitution. Donc ce qu'on demande vraiment aux autorités congolaises, c'est de laisser l'opposition vaquer à ses activités et de ne mener des poursuites qu'en vertu des dispositions offertes par la loi congolaise. Asraf Sebaï d'Amnesty International répondait à... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, une épidémie de fièvre hémorragique Ebola se propage dans la province du Haut-Uélé, voisine à Lunganda. Il y aurait plusieurs cas confirmés par les autorités sanitaires sur place, mais pour le moment, il est difficile d'établir un bilan précis concernant le nombre de victimes. Le docteur Dieudonné Bonza à l'hôpital d'Iziro dans le Haut-Uélé. Il y a des cas qui sont éparpillés dans des centres de santé qu'on est en train de nous les signaler ici. Même nous ici en ville, nous avons quelques cas où nous avons mis à l'isolement. Pour le moment, ici à l'hôpital, il y a quelques gens qui étaient morts avant, on ne le savait pas. On ne connaît pas comptabiliser tous, mais présentement à l'hôpital, je n'ai pas les chiffres de ce soir parce qu'ils s'augmentent. Sinon, il fallait que je passe au niveau des registres pour voir ceux qui sont venus le soir. Mais sinon, on nous a parlé d'un cas au moins à 60 km, de jeunes garçons qui vomit du sang et il fait le petit taxi. Il y a un autre cas aussi à 35 km où il y a un laboratoire mort qu'il avait eu à s'infecter. Il y a les commissions de surveillance de l'épidémie. On est en train de commencer à larguer les gens maintenant des bourses là où... Les populations réagissent comment face à cette épidémie? La population a peur, comme on le dit, c'est une maladie virale qui n'a pas un médicament spécifique. Alors la peur est que quand on est atteint, on fait cette peur aux gens. On a peur de nous parce qu'on a atteint l'hôpital, on a peur. Même pour le moment, comme vous voyez dans notre habitude de M. Driss, les gens ont tendance à se saluer. Bon, pour le moment, on ne se salue plus, on se salue comme des karatimènes. On se salue comme des karatimènes. On ne se touche plus comme ce qu'on fait d'habitude. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour empêcher la propagation? Il faut l'isoler et éviter de visiter, même ici il y a un cas de mort, qu'on ne fasse pas comme ce qu'on fait d'habitude, des soirées funéraires où les gens doivent passer la nuit à côté des cadavres. Alors on se dit, ce sont des mesures un peu la même. Il y a un appartement à l'hôpital où on les a mis à côté, on les a isolés et ces appartements ne sont pas utilisés. On a fait même une clôture solide à telle enseigne que tout le monde n'a pas l'accès. Il y a seulement quelques infirmiers qui ont l'accès, et pas tout le monde. Même nous, on nous a interdit d'opérer les cas, à moins que ce soit un cas urgent, comme une hernie étranglée, comme la césarienne, parce qu'il faut sauver la vie. Donc, pour les chirurgies programmées, on nous a interdit. Parce que je devrais même opérer aujourd'hui au moyen. Alors, j'ai fait suspendre les cas. Kinshasa a envoyé des renforts. Qui est-ce qui est venu sur place? Oui, sur place, nous avons MSF, Suisse et Belgique. Le ministre de la Santé, les gens qui sont venus avec lui, je ne les connais pas, chacun avec sa spécificité. Sinon, au niveau de la province, il y a eu des épidémiologistes, il y a eu des biologistes et des laboratoires. Mais il y a aussi un groupe de professeurs, un prof est venu de Kinshasa avec son groupe, les gens qui traitent les bases de données, il y a les biologistes, il y a aussi les épidémiologues qui sont venus de Kinshasa, ceux qui ont été pour la première équipe de défense sur le terrain. Le docteur Dieudonné Bonza à l'hôpital d'Iziro, dans le Haut-Uélé. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, le colonel Vianney Kazarama, un des responsables du groupe rebelle du M23 dans l'est du pays, accuse à son tour l'armée congolaise d'enrôler des enfants dans sa campagne de recrutement lancée depuis 2 semaines pour écraser la rébellion. La mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, avait exprimé son inquiétude face à la recrudescence dans l'Est du recrutement forcé de civils, dont des enfants, par la rébellion du M23, ce que Vianney Kazarama avait démenti, disant toutefois, je cite, que la porte est ouverte à tout le monde au M23. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Journaliste citoyen pour la Voix de l'Amérique. Ici à Kananga, précisément dans le territoire de Luisa, à 240 km, la pluie diluvienne qui s'est battue la nuit du mercredi au jeudi a emporté le centre de santé et puis 2 écoles, l'école primaire et l'école secondaire. 15 maisons sont aussi emportées, donc toutes les familles et les ménages de ces 15 maisons vivent sous les abris. Annette Baza, c'est un journaliste de la Voix de l'Amérique à Lubumbashi. Présentement, ici à Lubumbashi, depuis quelques jours, la section des recettes Katanga, DA4 en fixe,
a fermé les portes de la kermesse du bassin de la ville à raison de non-paiement des frais. Mais les détenants des stand-by affirment avoir payé le nécessaire aux responsables, mais la DR4 aussi rejette la responsabilité car la DR4 ne s'est pas engagée avec les détenants des stand-by, mais plutôt avec les organisateurs. Maintenant, les détenants des stand-by demandent à ce que justice soit faite car ils ont à payer le nécessaire. Ils ne peuvent pas perdre l'argent comme ça. La deuxième des choses ici, c'est qu'on a trouvé 2 corps sans vie sur la rivière Kafoubou par les brigades d'assainissement. On ne sait pas comment ces 2 corps se sont retrouvés là-bas. On ne sait pas, noyade ou pas, on ne sait pas.